Tous ceux qui s'intéressent aux plantes connaissent Gisèle Lamoureux. Cette botaniste est à la tête de Fleurbec, une petite maison d'édition qui a déjà publié quelques guides d'identification des plantes, comme celui-ci sur les fougères. Gisèle Lamoureux adore les plantes. Elle les observe, les étudie, les photographie et les défend, même qu'elle est présidente du Comité québécois sur la flore menacée ou vulnérable. Et cet amour de la vie végétale, Gisèle Lamoureux sait très bien le faire partager. Me définir moi? Oui. Oh là, tu m'as... C'est assez difficile à faire, ça. Oh, je crois que je suis une personne qui est à la recherche de l'équilibre et qui attache de l'importance à mener une vie équilibrée et à être bien dans ma peau. Et le contact avec la nature, c'est ce que ça me permet. Quand il arrive des choses difficiles dans la vie, je crois que si on se retourne vers la nature, si on reprend, si on va vers nos racines finalement, si on va vers nos sources et si on reprend contact avec la vie, avec tous les fils qui nous rattachent à la nature, ça peut être une bonne thérapie et ça peut nous aider à se sentir bien. Je suis originaire de Montréal et puis c'était pas un milieu que j'étais pas du tout proche de la nature à Montréal même quand j'étais toute petite fille. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait partie du mouvement guide. À l'époque, pour les gens de la ville, c'était quelque chose qui était intéressant parce que ça nous amenait à la campagne un peu. On était invités, par exemple, faire un herbier ou s'intéresser à différents aspects de la nature. À l'université, on avait beaucoup de cours de sciences et ce qu'on essayait de nous inculquer, c'était un esprit scientifique, d'être rigoureux dans ce qu'on faisait. Mais ça se faisait à travers toutes sortes de sciences et pas beaucoup à travers la botanique. Et moi, ce que j'aimais, évidemment, c'était la botanique sur le terrain. Mais c'est par la suite, j'ai fait une maîtrise aussi en écologie végétale là, à l'Université Laval. Mais le gros de l'expérience s'est pris par après. Par moi-même, dans le fond, en allant sur le terrain, en travaillant avec le groupe de Fleurbec. Alors, la collection de diapositives de Fleurbec est classée dans des classeurs, dans des dossiers suspendus. Alors, ça ici, c'est ce qui est classé. Ça reste à classer, puis il y en a encore beaucoup à classer, mais c'est long à faire. Alors, chaque espèce a sa feuille et c'est classé par ordre alphabétique du nom latin de la plante. À un moment donné, on s'est dit que ce serait intéressant de refaire la flore laurentienne, mais en la vulgarisant, puis avec de la photographie. Mais c'est un gros morceau, hein? Il y a quelque chose comme 1400 plantes dans la flore laurentienne. On s'est dit, ça va nous prendre 50 ans à faire ça, on n'a pas ce qu'il faut. Et on a décidé de prendre ça par petites bouchées, donc par thème. On a commencé par les plantes de printemps, après ça, les plantes des villes, des champs, alors, par habitat. Ce qu'on appelle les plantes vasculaires, c'est-à-dire les plantes dites supérieures. Mes collègues qui étudient les algues vont me foudroyer. Alors, les plantes dites supérieures, c'est-à-dire les plantes à fleurs, les plantes qui ont des vaisseaux, ça inclut les fougères. On en compte environ, d'après Marie-Victorin, 2500 espèces. Alors, ça veut dire que moi, j'ai à travailler environ avec 2500 espèces. Alors, juste rappeler les noms, c'est déjà quelque chose, hein? Et aussi connaître où la plante pousse, quelles sont ses exigences écologiques, quel est son rôle dans l'écosystème, est-ce qu'on peut la manger, est-ce qu'elle a des propriétés médicinales, est-ce que les animaux l'utilisent, et la répartition géographique de ces plantes-là. Alors, c'est une somme de connaissances qui est infinie. Un de ces noms, c'est les petits oiseaux, parce que ça a l'air d'une volée de petits oiseaux. Puis moi, je trouve que ça fait penser à une brosse à dents un peu. Puis en plus, c'est sucré. Et puis on peut y goûter. Ça se mange comme ça, juste pour grignoter, là. C'est bon pour vrai, hein?
La première année, elle fait seulement des grandes rosettes de feuilles très grandes. Et on l'appelle à ce moment-là la rhubarbe du diable. La deuxième année, grâce à ce qu'elle a emmagasiné dans son énorme racine, elle va pouvoir pousser et nous donner les fleurs roses qu'on voit ici, avec, quand la fleur a été fécondée, ça devient le fruit qui est piquant, qui est accrochant, et qu'on appelle des toques, qu'on appelle des craquias, des gracias, qu'on appelle des amoureux aux îles de la Madeleine, parce que ça colle sur tout le monde. Les amateurs d'oiseaux connaissent sans doute le chardonneret, qui est un oiseau qui est très fréquent dans nos campagnes. Un oiseau jaune, jaune serin, avec du noir. Et le nom chardonneret lui vient de ce qu'il aime les graines de chardon. Ce qui est préoccupant, c'est que c'est un commerce. Et il est question d'argent, là. Et quand on veut faire de l'argent avec quelque chose, souvent, on coupe un peu les coins carrés. Les plantes indigènes qu'on veut commercialiser, il y a certaines espèces où il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y en a un paquet où il y a des problèmes, entre autres les espèces forestières. Je pense aux trilles, les sanguinaires, le gingembre sauvage, les hépatites. On a le cas de l'ail des bois qui est très bien connu parce qu'il a été beaucoup étudié ces dernières années, qui peut prendre à peu près 9 à 10 ans avant de fleurir. Alors c'est très long et souvent ce que la plante produit dans un an ne suffit pas à remplacer ce qu'on cueille. Et donc c'est une perte de population, une régression de la population qui se fait. Et ça, c'est à cause du commerce. C'est certain que ça doit être bien le fun de faire ça, d'aller se promener là, hein, la liberté, puis tout, là, le sable qui revole, puis bon. Mais les gens ne s'aperçoivent pas, je ne le sais pas, que ça brise complètement le système de racines du foin de dune. À partir du moment où vous avez simplement des masses de sable qui se déplacent, vous laissez de la place à la mer, parce que la dune, c'est comme une barrière, c'est comme gagner du terrain sur la mer. Et si on recule les dunes, bien, c'est la mer qui gagne du terrain et on rapetisse les îles. C'est ce qui se passe, en fin de compte, là. J'ai vu hein, dans la publicité du ministère du Tourisme du Québec, ils sortent à chaque année un pamphlet, une brochure publicitaire, et on dit 1 500 000 carrés, 500 000 kilomètres carrés, pardon, d'aventure. Et puis là, on a un petit paragraphe, on dit, si ce que vous aimez, c'est les raids motorisés, eh bien, venez au Québec, hein, on a des dunes, on a des tourbières, vous pouvez vous promener là-dedans. C'est incroyable. Bien, ça, il faut le dénoncer à un moment donné. Un de ces noms, c'est capillaire. Capillaire qui veut dire cheveux, tout simplement parce que si on regarde un peu plus attentivement la fougère, on voit l'axe central ici est fin et noir, foncé comme des cheveux très noirs. Et on croyait que cette plante-là avait des propriétés médicinales dans le sens qu'elle empêchait la calvitie. Parce qu'anciennement, ce qui fonctionnait bien, c'était ce qui avait beaucoup de vogue, si on veut, c'est la doctrine des signatures qui disait que quand on regarde une plante, si elle nous fait penser à quelque chose, c'est souvent parce qu'elle va être bonne pour guérir les affections. Ça, c'est une des fougères les plus répandues au Québec, dans les bois. Et sa partie fertile est derrière. Alors, toujours le même modèle avec des petits sorts dans lesquels il y a les sacs appelés sporanges qui contiennent les spores qui vont tomber, germer.
Alors, cette fougère-là, elle passe l'hiver sous la neige, elle reste verte. Et au printemps, quand la neige fond, bien, on la retrouve évidemment, elle est aplatie. Puis même si vous regardez à la base, vous voyez celles de l'année passée qui sont encore là. Je crois que quand on est jeune, on est très occupé par l'action, puis par prendre sa place, et puis se connaître et voir comment on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est en vieillissant que ça nous vient, je pense. Peut-être que c'est différent pour chacun aussi, mais moi, ça m'est venu en vieillissant. Et en faisant le métier que je fais, c'est-à-dire la partie de mon métier qui est la photographie de plantes, a été quelque chose d'assez spécial, parce que ça m'a amené beaucoup à regarder. Simplement regarder et rien faire, juste regarder. Et c'est ce que j'appelle méditer. On est tous pareils, qu'on soit le plus petit végétal négligeable sur lequel on marche, ou un arbre, ou une personne. On est tous faits avec la même matière, avec la même énergie. Donc, on est un tout, et tout ça est interrelié. Et il y a une dimension qui est le temps, qui s'ajoute à la matière et à l'énergie. Mais on est tous de la même chose, c'est toute la même chose, et on vit tous de la même façon. C'est la vie, et elle est unique, elle est universelle, elle est dans tout.